Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous sommes actuellement concentrés sur le jeu politique très médiatisé pour savoir s'il y aura une cohabitation et quelle coalition dominera le Parlement. Ça, c'est l'affaire de la direction politique de l'État, qu'il faut bien distinguer de son pilotage administratif par la haute fonction publique, dont les transformations se produisent dans une ambiance bien plus feutrée. Emmanuel Macron, partant du principe qu'il va connaître une période de cohabitation avec Jordan Bardella, se serait employé durant tout le mois de juin à lui savonner la planche au sein de l'appareil d'État en accélérant les nominations pour placer des fidèles à des postes clés. En cas de prise de pouvoir par le Rassemblement national, la haute administration sera-t-elle une courroie de transmission docile ou bien une sorte de tampon entre le gouvernement et la société ? Sont particulièrement sensibles ces quelques 600 emplois dits supérieurs de l'État, qui sont pourvus en Conseil des ministres par décret. Ce sont ces hauts responsables de cabinets ministériels, directeurs d'administration centrale, dirigeants d'autorités indépendantes, magistrats de la Cour des comptes, recteurs d'académie, etc. Il existe des rumeurs comme quoi le président de la République envisagerait demain, c'est-à-dire à 4 jours du second tour, de nommer le directeur général de la police nationale alors qu'il devait rester jusqu'à la fin des JO et le directeur de la gendarmerie nationale et des dizaines de préfets et toute une série de gens dont l'objectif serait de bloquer, d'empêcher en réalité Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite. Je me dis que c'est une forme de coup d'État administratif. L'expression coup d'État administratif suggère que Macron est en train de nommer ses fidèles à des postes clés dans la haute administration pour organiser une sorte de résistance à l'intérieur de l'appareil d'État contre un futur gouvernement Bardella. On peut penser par exemple à la nomination d'Élise Adéva-Peuf, une ancienne des cabinets de la Macronie, comme directrice de l'asile à la Direction générale des étrangers en France, le 12 juin. C'est bien le président de la République qui nomme, selon l'article 13 de la Constitution, aux emplois civils et militaires de l'État. D'ailleurs, en réalité, c'est un peu faux. La Constitution dit qu'il nomme, mais en fait, tout ce qu'il nomme doit être co-signé par le Premier ministre. Ce qui risque de se passer en cas de cohabitation, c'est que le Premier ministre va bien sûr vouloir imposer lui-même les différents emplois. Et comme c'est le Premier ministre qui gouverne, et dans l'hypothèse où ce serait un Premier ministre, bien évidemment, Rassemblement national, il y aurait alors à ce moment-là des négociations terribles. Vous déferiez ces nominations ? Oui, c'est pour pouvoir, encore une fois, enfin dans la mesure du possible, pour pouvoir, encore une fois, gouverner. S'il y a cohabitation et que Bardella ou Macron veut nommer telle ou telle personne à tel poste, l'autre devra aussi signer. La Constitution exige un consensus entre les deux têtes de l'exécutif. C'est facile à trouver en période normale, mais ne prévoit pas de moyen de trancher en cas de désaccord. Donc on peut s'attendre, s'il y a cohabitation, à une véritable guérilla sur ces questions des nominations au sein de l'exécutif. Déjà mercredi dernier, il y a eu énormément de nominations qui ont été faites, bien plus que lors d'un conseil des ministres traditionnel. Bon, en réalité, le nombre de nominations en juin a été certes un peu supérieur au mois de juin des années passées, mais il n'y a pas vraiment de vague, a indiqué la rédaction du journal officiel à l'AFP. De toute façon, l'essentiel est déjà fait. Ça fait 7 ans que Macron nomme des personnes de confiance à la préfectorale, à la direction du Trésor et du Budget, ou à la tête de la police nationale ou des services de renseignement. Il y a une véritable inertie de l'administration. C'est un véritable paquebot. Mais vu la tournure que prend la dissolution, ces hauts fonctionnaires anticipent et se demandent comment ça va se passer pour servir un gouvernement d'extrême droite. On y croit d'abord que la machine étatique continuera de tourner. Beaucoup s'interrogent sur l'attitude à adopter. Loyauté, démission, résistance passive. Se sont par exemple exprimées des inquiétudes dans l'éducation nationale et dans la diplomatie. Il y a une tribune dans le journal Le Monde de la part de 170 diplomates. Ils prennent la plume anonymement car ils sont soumis au devoir de réserve. Ils expriment leurs inquiétudes en cas de victoire du Rassemblement national, notamment sur les risques d'ingérence de puissances étrangères. Nombreux se disent vigilants et se fixent déjà des lignes rouges, comme de devoir dresser des listes de binationaux dans son administration ou une remise en cause profonde du droit d'asile. Tous les journalistes qui ont recueilli des confidences dans leurs enquêtes rapportent une même répartition. La haute fonction publique
est divisé en 3 blocs tout à fait inégaux. Vous avez une première minorité où c'est des gens qui seront des no-passaran, qui vont rejouer Jean Moulin. Vous avez une autre minorité de gens qui au contraire se frottent les mains dans la haute fonction publique par proximité idéologique avec le Rassemblement national. Et puis vous avez l'écrasante majorité, ce qui est le ventre mou, où on a pu rencontrer des chefs d'administration, des magistrats, des membres du Quai d'Orsay, et tous nous disaient la même chose. Nous, notre fonction de haut fonctionnaire, c'est la continuité de l'État. Quelques démissions, quelques enthousiastes, quelques opportunistes, et un immense ventre mou qui aime parler de continuité de l'État, de neutralité, de mise au service de la volonté générale. Bon, mais le devoir du fonctionnaire est d'abord d'obéir. Un article du site Acteurs Publics rappelle qu'il ne peut et doit désobéir qu'en cas d'ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Condition tellement drastique que, dans les faits, un fonctionnaire qui décide de désobéir est rarement dans son bon droit. Mais il n'empêche que l'administration a une capacité à apprécier un ordre. Du coup, il peut y avoir des formes de blocage ou de ralentissement des décisions politiques venues d'en haut. Chez nous, le technicisme pour empêcher de faire, le grain de sable qui grippe la machine, est une spécialité. C'est ce qui se faisait déjà sous Sarkozy ou pour tenter d'empêcher certaines réformes de Macron. On peut facilement balader un cabinet, constate un haut fonctionnaire. C'est d'ailleurs, figurez-vous, une constatation qui rassure le grand patronat. L'ancien ministre Olivier Véran le résume ici. Les grands patrons s'imaginent qu'en cas de victoire de Le Pen, il ne se passera rien, car le supposé État profond, la haute fonction publique et l'administration, prendra le relais pour gérer l'État. Les milieux économiques voudraient croire que l'épaisseur de la technocratie d'État protégera le pays contre l'incompétence d'un gouvernement RN en matière économique. Alors l'idée de coup d'État administratif, qu'elle soit réelle, exagérée ou fausse, sert le RN. En cas d'échec de certaines de leurs politiques délirantes, ils pourront accuser l'État profond, les technocrates qui travaillent en secret dans les couloirs de la Commission européenne ou de Bercy. En nommant des gens à vous, pour qu'ils vous empêchent à l'intérieur de l'État de pouvoir mener la politique que les Français veulent. Je suis désolé, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça un coup d'État administratif. Néanmoins, le RN aura besoin de cette noblesse d'État. D'abord pour que les politiques décidées soient correctement appliquées, mais aussi parce qu'il a besoin de ses compétences pour venir composer ses cabinets ministériels. Alors le RN est pris dans un dilemme. Continuer à jouer la carte anti-élite, avec les teubés qu'il essaye de caser à l'Assemblée nationale. Que pourriez-vous faire si vous étiez élu député dimanche prochain, Simon? Alors, honnêtement, je n'ai encore pas réfléchi au problème. Ou bien montrer qu'il a les compétences pour bien gérer l'État en mettant en avant les quelques recrutements de profils techno. Il y a Fabrice Leggeri, l'ancien patron de l'agence Frontex, Pierre Pimpy, directeur général adjoint de l'établissement public de sécurité ferroviaire. Tous les deux sont des énarques, tous les deux ont été élus eurodéputés dimanche dernier. Comme eux, il y a effectivement un certain nombre de hauts fonctionnaires qui acceptent désormais de travailler avec le Rassemblement national. Vous parliez des Horaces il y a quelques instants. C'est un groupe de 38 hauts fonctionnaires, polytechniciens, anciens conseillers d'État, cadres de grandes entreprises, énarques, qui conseillent Marine Le Pen depuis maintenant 2015. Ce champ est aussi labouré par Marine Le Pen au moyen d'un discours sur mesure pour séduire ses grands commis de l'État. Attachement à un État fort et à une fonction publique de carrière, et défense des corps de la haute fonction publique, alors que Macron y avait mis le feu par une réforme en 2021. J'ai une grande confiance, moi, dans la fonction publique et dans la haute fonction publique. Je pense que, précisément, il y a dans cette fonction publique des républicains, des gens qui respectent la règle. Le parti consacre aussi, depuis quelques années, une grande énergie à tisser des réseaux au sein de l'appareil d'État. On peut citer des personnages comme Christophe B, ancien préfet de l'Aube et de la Dordogne, devenu directeur de campagne du RN en 2021, qui travaille à rassurer la haute fonction publique. Ou bien Xavier Driancourt, ancien ambassadeur en France à Alger, qui cherche des relais dans les structures diplomatiques. Le point relate comment l'état-major du RN repère dès à présent les postes essentiels à pourvoir pour l'application des réformes qui font la marque du RN, police, immigration, etc. Le raisonnement, c'est on ne pourra pas transformer et mettre à notre botte l'ensemble de l'administration en quelques mois, alors assurons-nous que sur les domaines attendus par nos électeurs, les courroies de transmission soient bien fluides. Le Saint-Cyrien et ancien d'HEC Renaud Labaille, qui est en quelque sorte le DRH du Rassemblement national, a prévenu qu'il y aura des évictions si ça grippe trop.
Le RN au pouvoir, ce n'est pas seulement quelques années de politique publique, c'est aussi un parti qui place ces hommes durablement au cœur de l'appareil d'État. Il faudra scruter cette haute administration dans les années à venir. Il pourrait s'y jouer de puissantes luttes, soit en cas de majorité politique renouvelée, soit si on s'oriente vers un gouvernement technique, par défaut de majorité claire à l'Assemblée, car alors l'appareil d'État acquerrait un peu davantage de pouvoir par rapport au pouvoir politique. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter un bon week-end. En tout cas, à la semaine prochaine.